Внимание, 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 внимание. Elle, c'est Lise. Elle, c'est Sam. Nous sommes Les Transatlantiques. Ici, bienvenue dans notre univers où on va décrypter les conflits, la géopolitique, les tyrans l'actualité internationale. et toutes les secousses du monde. Bienvenue encore. Nous serons sérieuses, mais avec de l'humour. Asseyez-vous, mettez vos ceintures, on y va. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le sommet de l'OTAN qui s'est tenu à La Haye les 24 et 25 juin 2025. Un événement qualifié par certains de succès et par d'autres parade de complaisance gênante envers le président américain Donald Trump. Entre la montée des dépenses militaires, la marginalisation de l'Ukraine et la menace persistante de la Russie, ce sommet a-t-il révélé des failles inquiétantes au sein de l'Alliance Atlantique? Analyse, je dirais que oui. Ce succès a été qualifié par certains de grands succès. Moi, j'ai un constat beaucoup plus brutal. Ce sommet a été dominé par la peur de Donald Trump au point d'éclipser la menace de Vladimir Poutine. Et c'était un sommet taillé sur mesure pour apaiser Trump. L'agenda a été raccourci, les discussions sur l'Ukraine minimisées, et le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a multiplié les gestes de déférence envers le président américain. On l'a même vu avant son arrivée à Bruxelles. Mark Rutte a envoyé un tweet à Donald Trump que Trump s'est empressé de publier sur son réseau social Truth Social en disant « Donald, l'Europe va payer en grand ». Et il a mis en grand en lettres grasses un petit peu à la mode de Donald Trump et ce sera ta victoire. Donc le « ta » aussi en lettres majuscules. Donc vraiment, pas un comportement de faillot, j'ai rien d'autre à dire. Et puis, il y a eu le moment le plus extraordinaire du sommet, quand le secrétaire général Mark Rutte, en parlant du fait que les Alliés devraient dépenser un petit peu plus, a dit à Donald, eh bien, parfois, papa doit remettre un peu d'ordre. C'était, mais incroyable de voir ce grand homme, parce que Rutte, c'est un grand homme, se prosterner devant Donald Trump. Oui, et encore, le message dont tu parlais, c'était un message privé en plus. Donc, non seulement en public, mais en privé, il joue le faillot. Mais comment expliquer cette dynamique? Est-ce qu'une stratégie pragmatique ou une forme de faiblesse à ton... En fait, c'est un mélange des deux. Parce que l'OTAN a quand même besoin de Trump. Trump, avec son style imprévisible et son discours qui sont hostiles à l'OTAN, représente vraiment un risque existentiel pour l'Alliance. Parce que l'Alliance dépend lourdement des États-Unis. Et donc, Mark Rutte, qui est quand même un beau pragmatique hollandais, a vraiment cherché à flatter Trump pour garantir son engagement, même si c'est un engagement minimal. Mon point de vue personnel et le point de vue de beaucoup, c'est qu'il est quand même allé trop loin, que c'était assez ridicule. Mais il fallait quand même flatter Trump. Et ça montre à quel point l'OTAN craint une rupture avec Washington. Mais en se comportant comme ça, elle sacrifie un petit peu de son autorité morale et stratégique. Et les Russes le savent. Les Russes ont vraiment observé ce sommet. Mais pour essayer de comprendre ce comportement qui paraît aberrant pour ceux qui regardent le comportement des chefs d'État, il faut comprendre un petit peu les menaces que Trump a proférées vis-à-vis de l'OTAN. Parce qu'il a menacé plus d'une fois, soit de se retirer de l'OTAN, soit de ne pas respecter l'article 5 du traité atlantique, qui stipule qu'une menace contre un est une menace contre tous. Et ça remonte déjà à 2016, même avant son élection à la présidence, pendant sa campagne. Il a qualifié l'OTAN d'obsolète, il a reproché aux Alliés de ne pas respecter l'objectif de dépenses qui à l'époque était de 2% de leur PIB. Et en juillet 2016, il a même dit « L'Amérique continuera à soutenir l'OTAN si les Alliés respectent leurs obligations financières ». Et là, il n'a quand même pas tort, parce que c'est vrai que l'Europe surfe depuis 80 ans bientôt sur les États-Unis.
On reproche souvent aux Américains de ne pas avoir de programme social, d'être vraiment très très dur vis-à-vis de leur population, mais c'est parce qu'ils dépensent près de 4% de leur PIB à la défense, hein, pas les 5% que Trump aimerait que nous dépensions. Mais ce qui était quand même très inquiétant pour les pays de l'OTAN, c'est qu'on lui a demandé déjà en 2016 si il viendrait protéger les pays baltes contre une agression russe. Il a répondu s'ils remplissent leurs obligations envers nous. La réponse est oui. Mais c'était la première fois que l'article 5 de l'OTAN avait été remis en question de façon si implicite. Et ça a vraiment choqué les alliés européens, car aucun président américain n'avait auparavant conditionné l'engagement des États-Unis à des critères financiers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le fait qu'on en parle, on est tous complètement ahuris de se dire, mon Dieu, les Américains sont en train de nous lâcher. On a été prévenus. Et il y a déjà au moins 1 an, si ce n'est plus, ça semblait très probable que Trump serait réélu. Et les Européens ont continué à dormir. Et là, c'est le choc, ça ne devrait pas être un choc. En 2017, Trump, qui était déjà président, a refusé d'endosser l'article 5 de façon explicite à un moment de son premier sommet de l'OTAN. Et ça, c'était devant un mémorial dédié aux attentats du 11 septembre 2001. Il a recommencé à critiquer les alliés à cause de leurs contributions financières insuffisantes. Il a dit que l'OTAN était un fardeau financier pour les États-Unis et il n'a pas réaffirmé l'engagement européen vis-à-vis de la défense collective. Et là, il faut quand même savoir, et je pense que Trump, même s'il n'arrive pas à retirer des informations, devrait quand même s'en rendre compte, que l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord a été invoqué une fois dans toute son histoire. C'était la nuit du 11 au 12 septembre 2001. Donc après les attentats sur le Pentagone, sur les tours jumelles à New York. Et donc, c'est la première et unique fois. Et là, un mémorial sur le 11 septembre, Trump recommence à critiquer l'Alliance. 2018, il a recommencé à menacer de se retirer de l'OTAN. Il a accusé des alliés de profiter des États-Unis. Et selon des sources proches de l'administration, il aurait menacé en privé de retirer les États-Unis de l'OTAN. Donc, voilà, ce n'est absolument rien de nouveau. Selon un journal américain Vox, il aurait déclaré des responsables européens lors d'une rencontre à huis clos en 2020 « Vous devez comprendre que si l'Europe est attaquée, nous ne viendrons jamais vous aider. » C'est une déclaration qui n'était pas publique, mais maintenant elle a été rendue publique, sans doute, parce que les Européens voulaient faire comprendre à leur propre population qu'il y a un problème avec les États-Unis, que nous devons, en tant qu'Européens, donc augmenter notre défense. Et ça a vraiment alimenté les discussions sur l'autonomie stratégique européenne en matière de défense. Et rebelote, en 2024, Trump recommence à critiquer l'OTAN. Il demande, lors d'une conférence de presse, donc en février 2024, donc bien avant qu'il ne soit élu président, un journaliste lui a demandé si les États-Unis défendraient un pays européen en cas d'attaque russe, même s'ils ne payaient pas leur part à l'OTAN. Et Trump a répondu « Non, je ne vous protégerai pas. En fait, j'encouragerai la Russie à faire ce qu'elle veut. » Donc là, vraiment, j'insiste sur tout ça pour comprendre que cette idée de Trump et de son rapport problématique vis-à-vis de l'OTAN n'est pas nouveau et est une réalité à laquelle les Européens doivent absolument s'adapter. Juste avant le sommet à La Haye, et là j'arrête de parler de tous ces exemples parce qu'il y en a beaucoup trop, sur Air Force One, Trump a de nouveau semé le doute sur l'article 5 parce qu'un journaliste lui a demandé si les États-Unis seraient engagés vis-à-vis de l'OTAN en cas d'événement article 5, et il a juste répondu « Ça dépend de votre définition, il y a de nombreuses définitions de l'article 5. Mais je suis engagé à être leur ami. » Donc, dans ce contexte-là, le fait que Trump, en sortant du sommet, a quand même dit « Oui, je soutiendrai l'article 5 », peut être considéré comme une victoire. Mais pour illustrer à quel point les Américains eux-mêmes sont conscients de ce risque,
le Congrès américain a adopté une mesure dans la National Defense Authorization Act, l'acte d'autorisation de défense nationale, en 2023, une loi qui interdit à tout président de retirer unilatéralement les États-Unis de l'OTAN sans l'approbation des 2/3 du Sénat ou d'une loi spécifique du Congrès. Et juste pour rappel, quand même, Marco Rubio, qui est aujourd'hui son secrétaire d'État, c'est-à-dire son ministre des Affaires étrangères, qui à l'époque était sénateur, était très inquiet pour cette question. Est-ce qu'on peut dire, oui, on peut dire qu'il reste ambigu, mais la stratégie de flatterie des Européennes, de Mark Rutte, à outrance qu'on a vu, tu penses que ça a fonctionné? Est-ce qu'il a été, on va dire, acheté? Est-ce qu'ils ont réussi à la caresser dans le sens du poil pour qu'ils fassent ce que eux, les Européens, ce que nous, les Européens, on veut? Alors, à court terme, oui, parce que Trump est parti de l'OTAN en disant qu'il a compris que les membres de l'OTAN aiment leur pays, sont des patriotes. Il a dit qu'il a compris que ce n'est pas une arnaque. Donc, c'est un revirement par rapport à ses critiques habituelles. Mais ce succès est fragile parce que Trump a semé le doute sur l'article 5 et tout le monde entier a entendu ce doute, y compris les Russes. Et donc, on va dire que pour le moment, oui, mais comme tu sais, Lise, Trump change d'avis et d'humeur aussi rapidement qu'il change de chaussettes et selon la dernière personne à qui il a parlé. Donc, pour le moment, eh bien, il y a eu un succès à court terme, à moyen et long terme, on ne sait pas. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que l'OTAN peut fonctionner efficacement si elle passe tout son temps, si les dirigeants passent tout son temps, si l'institution passe tout son temps à constamment courtiser ce président américain, au moins pour les années à venir? Écoute, elle n'a pas le choix. Alors, il y a une analyse de mes collègues de Chatham House, le think tank britannique auquel je suis associée, qui disent que, en privé, certains membres de l'OTAN se disent peut-être qu'on ne devra pas avoir de sommet l'année prochaine, parce que c'était tellement compliqué de fédérer Trump à l'idée de l'OTAN, il a fallu tellement faire de courbettes pour lui faire plaisir, qu'on aurait peur qu'il fasse une bavure publique qui mette en péril la cohésion de l'OTAN et qui publiquement dise des choses qui donnent l'impression, surtout à la Russie, que l'OTAN est encore plus vulnérable qu'elle ne l'est vraiment. Et j'ai un de mes anciens collègues avec lequel je travaillais à l'OTAN, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps à Londres, qui revenait des États-Unis, et il m'a juste dit « Je peux te dire que l'organisation pour laquelle nous travaillons est morte aujourd'hui. » Ça, c'est quelqu'un, un Anglais très sobre, qui n'est pas du tout enclin aux déclarations dramatiques, et ça m'a vraiment bouleversée, ce qu'il m'a dit. Mais pour le moment, l'OTAN n'a pas le choix que de continuer à flatter Trump. Même si je pense que Rutte est allé trop loin, il était obligé de faire quelque chose. Et pour illustrer cet exemple, je voudrais te parler d'un podcast que mes collègues de Chatham House ont fait récemment. Ils ont réussi à le faire avec des anciens ministres britanniques. Et il y a l'ancien ministre de la Défense, Ben Hodges, qui a participé. Ils ont fait ce qu'on appelle un wargame. Un wargame, c'est un jeu dans lequel des participants jouent deux opposants dans une guerre potentielle. Le côté britannique était donc composé par d'anciens ministres qui reprenaient leurs vraies fonctions pour le jeu. Et il y avait un côté russe qui savait comment le jeu allait se dérouler. Et le jeu simule une attaque russe contre le Royaume-Uni. Il y a une opération sur faux drapeau en Russie. Les Russes disent que les Anglais les ont attaqués à Mourmansk et en réponse, ils envoient quelques missiles sur le Royaume-Uni. Et il y a 2 salves de missiles qui détruisent la moitié des capacités militaires du Royaume-Uni en 2 coups. Et donc, le wargame met en scène les discussions qui ont lieu à l'intérieur du cabinet des ministres. Parce que le Royaume-Uni doit réagir. Donc, il réagit, il coule un sous-marin russe, il coule un navire russe. Et donc, les frappes continuent. Elles restent quand même relativement ciblées et ne seront pas très escalatoires. Mais à un moment donné, le Royaume-Uni se rend compte que si elle veut continuer à réagir, elle n'a plus qu'un seul choix, c'est de passer directement au nucléaire.
parce qu'elle n'a pas la profondeur conventionnelle dont elle aurait besoin pour une guerre conventionnelle contre un ennemi qui l'attaquerait. Et donc, dans cette simulation, les Anglais demandent aux Américains d'invoquer l'article 5 de l'OTAN pour venir apporter une aide conventionnelle au Royaume-Uni. Les Américains refusent. Les autres pays alliés, certains refusent en disant « mais nous sommes à la frontière russe, nous avons besoin de nos moyens conventionnels chez nous ». Certains refusent parce qu'ils ne veulent pas entrer en guerre avec la Russie. Je crois qu'il y a les Pays-Bas et le Danemark qui disent « non, on va vous assister un petit peu, mais on peut vous donner 3 avions et 2 missiles ». Et donc la question est, soit on capitule et on se laisse humilier par la Russie, soit on répond avec du nucléaire stratégique. Cette question à laquelle les Britanniques étaient confrontés serait aussi une question à laquelle la France serait confrontée en cas d'attaque russe. Dans le podcast, finalement, les Anglais ne réagissent pas. Les Russes déclarent une victoire. Et à la fin du podcast, il y a des troupes russes qui s'amassent à la frontière polonaise et balte. Et on peut tous deviner la suite. Et la conclusion, c'est que l'OTAN n'a pas fonctionné et qu'elle a été complètement affaiblie, qu'elle n'a plus aucune raison d'être. Et ça, c'est une illustration du poids des États-Unis à l'intérieur de l'OTAN. Ce n'est pas leur parapluie nucléaire qui est le plus important, c'est leur force conventionnelle, parce que finalement, s'il y a un vide entre la capacité conventionnelle et la dissuasion nucléaire, eh bien, on n'utilisera sans doute pas la dissuasion, parce que l'utiliser, surtout une utilisation stratégique, eh bien, ça nous mène vite à la fin du monde. Donc, à quoi sert la dissuasion stratégique si on n'a pas de dissuasion conventionnelle? Bon, avec toutes ces bonnes nouvelles, partons quand même d'un grand résultat de ce sommet, un truc un peu positif, l'engagement de la plupart des membres de l'OTAN, enfin, je sais que l'Espagne fait un peu une exception, à porter leurs dépenses de défense à 5% de leur PIB d'ici 2035, donc 3,5% pour la défense de base et 1,5% pour des dépenses sécuritaires plus larges. Est-ce qu'une tournant historique ou une promesse creuse? Écoute, c'est très ambitieux sur le papier, mais il reste des zones grises. Donc, tout d'abord, beaucoup de pays européens, y compris la France, n'avaient pas besoin d'un sommet de l'OTAN pour comprendre qu'il fallait se réarmer. Et ça, c'est surtout depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il y a des pays comme la Lituanie qui dépassent déjà ces seuils. Les Estoniens et les Lettons ont pour ambition d'atteindre 5% d'ici l'année prochaine, ainsi que la Pologne. Mais il y a d'autres pays comme l'Espagne, la Belgique ou la Slovaquie qui n'ont pas vraiment envie d'aller jusqu'à ce seuil. Et l'Espagne dit très clairement qu'elle n'ira pas à 5%. Elle ne s'est pas jointe au communiqué qui a eu lieu la semaine dernière à La Haye. Et ensuite, c'est 5%, donc comme tu l'as dit, c'est 3,5% pour ce qui est de militaire, on va dire, dur, et 1,5% pour ce qui est cybersécurité, les retraites du personnel militaire, éventuellement continuer à aider l'Ukraine, construire des infrastructures comme des routes ou des ponts. Donc, on peut mettre beaucoup de choses dans ces 1,5%. Et donc, il faut comprendre de quoi on parle. On parle vraiment, en fait, de 3,5% pour des dépenses purement militaires. Mais est-ce que ce sera suffisant? Et tu vas dire que je suis un peu une Cassandre, mais je vais donner l'exemple d'un ancien ministre lituanien, Gabrielius Landsbergis, qui a dit que même si la Lituanie dépensait 100% de son PIB sur la défense, ça ne compenserait pas le manque d'engagement des autres pays de l'OTAN. Alors, avec toutes ces disparités, quelles sont les conséquences pour le coup? Alors, les pays proches de la Russie, et surtout les pays baltes et la Pologne, je dirais, se sentent directement menacés et investissent massivement. Parce qu'ils comprennent la menace et la population comprend qu'il faut faire des sacrifices. Par contre, les pays plus éloignés, comme l'Espagne et même la France, ont quand même de la difficulté à justifier ces dépenses auprès des populations. En France, on a le problème des retraites, par exemple. C'est lourd économiquement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que notre liberté dépend en grande partie de notre cohésion sociale. Mais notre cohésion sociale sera menacée
si notre système social et notre système économique ne répond plus aux attentes de la population, là, on sera ouvert à toutes les influences des populismes, surtout si la population souffre d'une réduction de ses dépenses sociales. Et il faut quand même comprendre que l'OTAN, et si on prend l'Union européenne, c'est un des blocs les plus riches du monde. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable d'être autosuffisant en matière de défense, mais pour ça, il faut rationaliser les capacités, il faut faire des choses en commun, et surtout, il faut avoir une autonomie stratégique, ne pas acheter américain. Et là, depuis qu'on parle de la coalition des volontaires vis-à-vis de l'Ukraine, le Royaume-Uni s'est rapproché des pays européens. Et là, la semaine dernière, les Britanniques annoncent qu'ils vont acheter 12 F-35 américains, mettre dessus des bombes tactiques nucléaires américaines qui seront sous contrôle américain. Donc, en tant que Britannique farouchement et férocement pro-européenne, ce geste m'a mis en colère parce que ce n'est pas ça qui va augmenter notre autonomie stratégique vis-à-vis des États-Unis. Les Français ont des avions extrêmement performants et je ne comprends pas pourquoi les Britanniques ne se sont pas retournés vers les Français dans cette situation. Avec tout ça, Sam, on a vu en fait que l'Ukraine et la Russie, en fait, c'est des grandes absents du sommet. Oui, alors un point frappant du sommet a été la marginalisation de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a été relégué à un dîner vraiment en marge du sommet. La déclaration finale ne condamne pas explicitement la Russie pour son invasion. Alors elle dit que la Russie reste la menace la plus importante pour l'espace euro-atlantique, mais c'est à l'intérieur d'une non-phrase, ce n'était pas un paragraphe séparé. Donc la Russie, oui, donc l'OTAN a préféré de la Russie comme une menace à long terme plutôt qu'immédiate, alors que certains pays vous diront que c'est une menace immédiate. Et quand on voit l'assemblement de troupes à la frontière finlandaise, on peut dire que c'est une menace immédiate. Zelensky a quand même eu un tête-à-tête courtois avec Trump, mais il n'a obtenu que des promesses vagues, une possible vente, pas de donation, mais vente de systèmes patriotes. Et pendant ce temps, eh bien, les Russes continuent à bombarder l'Ukraine. L'Ukraine a subi les pires bombardements depuis le début de la guerre ces dernières 2 semaines, pendant que le monde était soit focalisé sur ce qui passe en Iran, soit focalisé sur le sommet de la Haye. Aucune mention des bombardements terribles des derniers jours dans le communiqué final de l'OTAN. Et c'est une concession qui a été faite vis-à-vis de Trump, qui aurait refusé qu'on blâme directement Poutine dans un communiqué final, parce qu'il continue à avoir une relation très ambiguë avec Poutine. Les promesses précédentes d'intégration de l'Ukraine de l'OTAN n'ont pas été retirées, elles n'ont pas été annulées. Et l'Ukraine est un peu en train de tomber entre les mailles du filet. Et donc, l'Europe hésite à compenser un éventuel retrait américain. L'Europe a peur que les Américains se retirent de l'OTAN. Et donc, eh bien, ça laisse Kiev dans une position extrêmement précaire. Encore dans la nuit, dans cette nuit, donc nous faisons cet enregistrement le lundi 30 juin, eh bien, la nuit passée, l'Ukraine a encore été vraiment tapissée de bombes russes, y compris à Kiev. Et l'OTAN doit trouver un équilibre entre pragmatisme et courage. Sinon, elle risque vraiment de perdre sa raison d'être. Et tu sais, je suis très rarement d'accord avec Donald Trump, mais quand il dit qu'il y a plusieurs façons d'interpréter l'article 5, il a raison. L'article 5 n'oblige à rien, n'oblige pas à une intervention militaire. Elle dit simplement qu'une attaque contre un est une attaque contre tous et que l'Alliance répondra selon les modalités qu'elle juge adéquates si cette attaque arrive. Eh bien, si demain la Pologne est attaquée, la Pologne demandera que l'article 5 soit invoqué. Peut-être que les Américains diront oui, on invoque l'article 5, mais la réponse, ce sera un communiqué en disant nous sommes extrêmement inquiets. Il n'y a pas besoin que les États-Unis se retirent formellement de l'OTAN. Il n'y a même pas besoin que les États-Unis refusent d'invoquer l'article 5. Il y a juste besoin que la réponse soit molle pour que l'OTAN, finalement, se retrouve complètement démunie de tout moyen de vraiment protéger le continent européen. Et c'est ça la grande inquiétude. On saura
Les États-Unis seront au rendez-vous le jour où nous serons face au mur. Merci beaucoup, Sam. C'est très réjouissant tout ça. En cette veille de vacances, on espère qu'on n'aura pas une guerre sur les mains dans les mois et les années à venir. Il faut toujours espérer. Là, nous sommes là pour analyser, pour que les gens comprennent que les choses ne sont pas si simples, que les relations internationales évoluent souvent dans une zone grise. Et si on peut vous apporter un petit peu de lumière, nous aurons fait notre travail. Ne soyez pas trop pessimistes. De toute façon, on ne peut rien faire. C'est pas c'est pas nous qui décidons, Voilà. très clairement. Donc, protégez-vous de la chaleur. Regardez le soleil avec bonheur. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. C'était un épisode des Transatlantiques, un podcast original d'Elisabeth Shepard-Selam et Samantha de Bender. Suivez-nous sur votre application podcast préférée, comme ça nous pourrons continuer à vous apporter nos éclairages, un peu d'humour et surtout un peu d'espoir dans un monde tourmenté. Au revoir.